Laissons parler les gens. Vas-y, vas-y. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y, laisse parler les gens. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Jokoala et on se retrouve pour une vidéo spéciale. En tout cas, c'est pas tellement une vidéo, c'est plutôt un podcast qui sera en fait un témoignage. Je suis en compagnie de Laura. Bonjour. Donc Laura, c'est un faux nom, je ne vais pas donner sa véritable identité pour des raisons personnelles et professionnelles. Alors, l'intitulé de cette vidéo, c'est comment j'ai évité le suicide et comment j'ai retrouvé confiance en moi. Alors, je vais laisser parler l'invité en question. Alors, parlez-moi un peu de votre vie. Alors, moi, j'ai eu une vie assez compliquée, déjà depuis que je suis toute petite, depuis mon entrée à l'école. Tout d'abord, je ne vais pas dire que cela ait eu des répercussions particulières, mais c'est vrai qu'au niveau sociable, j'avais un petit peu du mal à m'intégrer. D'une part parce que j'avais eu des petits problèmes linguistiques, j'avais un peu de difficulté à parler le français, j'avais des incohérences dans mes mots, mais ça en fait c'était dû à mes origines et ma vie familiale, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, et parce que j'ai des origines qui sont assez flagrantes. Donc c'est à partir de là que on commençait en fait on va dire, la discrimination. Moi, je m'en rendais pas compte et je passais outre, mais j'ai commencé à développer une forme de complexe. Donc après, bon, c'est des petits détails. On va dire mes années qui ont commencé un petit peu à se fragiliser, ça a commencé au collège. Donc là, en fait, avec ce qui s'est passé en maternelle et en primaire, j'avais déjà beaucoup de mal à m'affirmer. J'ai tenté tant bien que mal à m'intégrer avec de nouvelles personnes dans un nouvel établissement, mais ça n'a pas trop marché. J'ai eu des amis, mais c'est pas des amis qu'on qualifierait de populaires. En fait, j'étais tellement mise de côté que j'étais un petit peu à la recherche d'attention. Donc j'ai fréquenté un peu des gens qui sont un peu fantômes. Donc je m'identifiais un petit peu à elles. Et j'ai eu mes premières, on va dire, mes premiers sentiments sur un garçon, mais ça je vais vous expliquer tout à l'heure. Et on va dire que là, l'année la plus sombre a été ma seconde au lycée. Et ça pareil, je vais vous expliquer plus en détail. Et donc pendant cette année-là, comme j'ai indiqué dans le titre, j'avais été tentée de me suicider. Et j'ai trouvé, on va dire, un remède pour éviter cela. Donc voilà. D'accord. Alors, tu as dit que en collège, c'est ça? Oui. Tu as trouvé un garçon. Alors oui, je suis tombée amoureuse pour la première fois. Mais après, bon, vous allez me dire, c'est les amourettes. Certes, c'est des amourettes. C'était, on va dire, sentimentalement, je vais pas dire que j'étais folle amoureuse, mais c'était presque ça. Premier amour, hein. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été humiliée. En fait, tout le monde était au courant que j'étais amoureuse de ce garçon, mais lui ne l'était pas, clairement. D'une part parce que physiquement, franchement, je vais vous le dire, hein, j'étais pas la plus belle. J'étais pas la plus moche, mais j'étais pas la plus belle. Ça c'est sûr. Puis j'avais pas forcément des bonnes notes. En fait, il n'y avait pas de raison de sortir avec moi à cette époque. Donc oui, j'ai subi des humiliations. J'ai vécu un peu, tu sais, les gages, tu sais, à la limite du raisonnable. Genre, ça a vraiment attaqué mon ego. Donc à ce moment-là, déjà, j'avais vraiment plus confiance en moi. Et c'est là qu'en fait, mon mental était un petit peu fragilisé. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, enfin, vous, n'importe quoi. Je te tutoie parce que tu as mon âge. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton collège? Parce que tu m'avais dit que tu as subi l'humiliation. Comment tu pourrais qualifier ce collège et éventuellement les gens de ce collège? Alors, c'était un collège déjà multiculturel, hein. Il n'y avait pas de problème de racisme ou quoi. Je subissais pas trop, à part sur de la rigolade, mais c'était juste pour me chambrer. Mais en soi, en fait, dans le collège, les gens, ont beaucoup traîné par groupe. Donc, il y avait des groupes qui se formaient. Dans ma propre classe, par exemple, vous connaissez toujours ce groupe de beaux gosses avec les belles gosses.
puis les fantômes et puis les nulos, quoi, les cassos, quoi. Et moi, je faisais partie des filles fantômes que personne ne donnait de l'attention. Forcément, bon, je vais pas me plaindre non plus, j'étais pas désignée cassos, ça c'est sûr, mais j'ai commencé à avoir une frustration. Surtout, on va dire, j'oublierai jamais ce jour d'humiliation que j'ai subi, qui était le gage en question, qui m'a beaucoup remise en question. Je sais que ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Voilà. D'accord. Et maintenant, est-ce que tu peux parler de ton année de seconde déjà? Alors, mon année de seconde. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, nous avons déménagé. Mhm. Donc, moi et ma famille, nous sommes partis en 2013 emménager dans une ville qui était pas très loin de ma ville natale, hein. Donc, en fait, j'étais obligée de changer de collège. Et c'est pour ça que je vais en revenir après au lycée, parce que vous allez comprendre pourquoi. Alors, en fait, forcément, quand je m'intègre dans une ville, bah, on va dire, la première chose que j'essaie de faire, c'est, vu que ça s'est mal passé avant, Mhm. j'ai essayé de me valoriser, de me démarquer, on va dire. Donc en fait, j'ai brutalement changé, jusqu'à limite ne plus devenir moi-même. Et au collège, j'avais pas des bonnes notes. Quand je dis collège, c'est en troisième du coup, hein. Voilà, je suis arrivée ici en troisième. Et voilà, j'avais pas des bonnes notes, je méprisais les professeurs pour rire la galerie. En fait, j'étais tout le contraire de la fille timide, ghost, enfin, tout le contraire de l'image que j'avais. Et en fait, je le remarquais, mais je me l'avouais pas. Mais au fond, en fait, j'étais pas, comment dire, la fille que je suis réellement. Et en fait, c'était pour soi-disant m'intégrer. Et en fait, ça m'a beaucoup attiré de problèmes parce que, en fait, c'était là où j'ai commencé à attirer les regards, les garçons. J'ai eu une relation amoureuse qui a duré quand même 1 an et qui va se finir au lycée, mais ça, je vais expliquer après encore une fois. Et pendant cette période, j'ai commencé déjà à subir les rumeurs à mon encontre, ce que je n'avais jamais subi avant. Mais voilà. Après, je vais commencer à parler du lycée parce qu'il y a beaucoup à dire. Enfin, beaucoup, mais je vais épargner des détails parce qu'il y a des détails pas très intéressants. Alors, au lycée, je suis arrivée dans un lycée qui ne. On va dire par défaut. Mhm. J'avais pas des bonnes notes, comme je vous avais dit. Et j'ai dû passer. Vous connaissez là le. Enfin, tu sais, tu as dû passer toi aussi les sortes de vœux que tu fais pour Oui. tes futures entrées au lycée. Alors moi j'avais mis des vœux, je voulais rentrer dans un lycée général Mhm. qui était pas loin d'ici et un lycée pour passer une formation STI2D, je voulais devenir infirmière. Il s'avérerait que mon prof principal de 3e était contre ces choix parce qu'il estimait que j'avais pas le niveau. Il m'avait humiliée au conseil parents-prof en disant que j'étais nulle, pas motivée, que je ne vais jamais réussir dans ma vie parce que je suis une fille nulle. Enfin voilà, Mhm. dévalorisée. Je me suis tapé la honte devant mes parents en fait. Et c'est là que je commençais à vraiment me remettre en question. Il me disait ouais qu'en gros j'avais fait en gros tout ce que j'avais subi au prof et tout c'était pour amuser la galerie, mais que la galerie, enfin les amis que j'avais au collège ne me fréquenteront plus et que j'aurais fait tout ça pour rien, que j'aurais mis en péril toutes mes études et tout. Ils t'ont vraiment dit ça? Il m'a vraiment dit ça, oui, oui, oui. Bah il faut mes parents étaient là, c'était une grosse humiliation et je m'en souviendrai tout le temps. Donc en fait, du coup, il m'a mis dans un lycée pour passer donc un bac pro à SSP, donc aide-soignante à domicile. Alors au bout de 1 mois de formation, déjà, je savais que c'était pas pour moi. J'avais fait un stage qui était cauchemardesque. Enfin, c'était vraiment un truc horrible. Ah ouais? Ah oui, la patronne, le travail, enfin rien n'allait. Et du coup, en fait, j'étais obligée de suivre la formation, donc mon année jusqu'à la fin. Entre-temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me rebeller parce que, en fait, je n'avais plus d'ambition. Je me dis, Mhm. putain, qu'est-ce que je fais là? Je vais finir ma vie là et c'est fini pour moi, quoi. En fait, je commençais vraiment à me détester. Et vas-y, tu voulais poser une question? Oui, c'est ça. En fait, je voulais savoir quels sont les indices, les éléments qui t'ont fait tilter que cette année, ça allait pas être une année de bonheur dès le début. Tu avais Alors, dit au bout d'un mois. dès le début. Alors, parce qu'en fait, déjà, pour vous donner une image du lycée, alors, il y avait une classe de commerce. Après, c'était que des bacs pro esthétique, coiffure et ASSP. Mhm. Donc, vous imaginez bien que c'est un lycée de filles, principalement, et que les seuls garçons qu'il y avait, pratiquement, c'était en commerce. Mais c'était un gros lycée. Donc, ma classe,
dans ma classe de 26 élèves à peu près, il n'y avait qu'un gars. Pour vous donner une image. Bon, je critique pas les classes de filles, hein, mais cette année-là, cette ville en question auquel j'ai étudié n'a pas de bonne réputation. Vraiment pas. En fait, j'avais beaucoup de mal à m'intégrer parce que d'une part, je n'étais pas de la ville concernée, donc déjà, je me connaissais pas. Donc j'ai dû m'intégrer à ma propre manière, hein. Pareil, j'ai dû faire la même chose que j'ai fait en troisième, donc faire la rebelle, la fille qui se fait entendre, se faire voir. Sauf que ça a vraiment joué contre moi, hein. Ces filles-là, en fait, quand tu t'intègres avec elles, quand elles te souriaient devant, en fait, c'était pour te cracher dans la gueule. Elles faisaient ça aussi entre elles, tu vois, soi-disant meilleures amies et tout. Mais ce qui m'a fait tilter, c'est qu'en fait, dès que je commençais à y aller, à rentrer dans ce lycée, c'est qu'il y avait déjà des rumeurs, pas sur moi, mais des rumeurs qui circulaient sur telle et telle personne. Et je me dis, ouais, bon, ils me connaissent pas, donc je vais pas me sentir concernée, quoi. Voilà les indices qui m'ont donné, enfin déjà, on va dire, pas donné envie de continuer. Et en plus de la formation, qui me plaisait pas. D'accord. Et du coup, comment ça s'est terminé cette année? Enfin, comment ça s'est déroulé d'ailleurs cette année? Alors, comment ça s'est déroulé? Alors, déjà, d'une part, les filles qui étaient avec moi ont tout fait pour... en fait, elles m'ont identifiée. Malgré que je jouais un rôle, elles savaient que j'étais une fille qui était empathique, qui aimait bien soutenir les gens, être présent et donner des choses si possible, hein. J'étais la petite... la fille, en fait, qui était relativement sensible et naïve. Et elles ont joué un peu de tout ça, en fait, pour me faire du mal, en fait. Ouais. Je me rappelle qu'il y a eu une histoire qui a tourné, il y en a eu plusieurs, mais je veux focaliser sur cette histoire. Il y a eu un garçon qui était amoureux de moi, éperdument amoureux de moi. Et en fait, il s'avérerait que ce mec, en fait, c'était c'était un ami à plusieurs filles de ma classe, hein. C'était, voilà. Et du coup, elles le connaissaient bien. Et elles n'ont pas aimé, en fait, du fait qu'il m'aimait. Et un jour, il est venu devant mon lycée et puis il m'a avoué ses sentiments. Et moi, j'ai dit non, quoi, parce que c'est pas réciproque. J'ai pas entamé une relation. Voilà, c'est plausible, hein. Ma décision, elle est normale. Je vais pas le faire espérer. Et en fait, il a pleuré et tout. Et en fait, sur le coup, moi, gamine que j'étais, j'ai rigolé un peu plus loin parce que j'étais gênée, en fait, de la situation, hein. C'était un lycée où en face, il y avait un autre lycée, tu vois. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que pendant tous les temps de pause, il y avait beaucoup de monde. Et donc, ça faisait un peu, on va dire, bête de foire, quoi, sur le moment. Et moi, genre, vu que je me sentais concernée, j'ai voulu m'éclipser le plus rapidement possible. Et ouais, j'étais très, très, très mal à l'aise. Et en fait, ces filles-là qui sont dans ma classe en ont profité en fait pour se retourner contre moi et inventer plein de choses mauvaises, choses fausses à mon sujet. Du genre, elle a couché avec le meilleur pote au gars là en question, et nanani et nanana, et ça a été publié sur Facebook. Bon, pas mon prénom en particulier, mais il y avait des initiales en fait qui me correspondaient. Enfin, elles m'ont humiliée totalement. Genre, tous les jours, je me faisais insulter alors que c'était des gens que je connaissais pas. À un moment, je voulais plus aller à l'école, parce que j'avais pas envie en fait, déjà d'une part pour la formation, mais aussi parce que je subissais. Et tous les jours, j'allais voir une assistante sociale. J'avais plus d'amis en fait. Plus d'amis, je m'éloignais de la famille. Et en fait, là, ça a commencé à vraiment pas bien aller. Parce que tous les soirs, je me retrouvais seule et j'avais juste besoin d'une chose, c'était, on va dire, m'évader. Et vu que je ne pouvais pas quitter la maison, j'ai commencé à toucher des choses un peu illicites, hein, de la drogue, à faire des choses, on va dire, vraiment pas bien. Et c'est retombé sur moi. Une fois, j'ai fait un bad trip en plein lycée. Voilà, j'étais à la limite du coma. Heureusement, ils m'ont sauvée. Et donc, à ce moment-là, mes parents ont commencé à se poser des questions sur ma psychologie. Enfin, il y a tout plein de trucs en fait qui ont commencé à travailler, hein. Et moralement, même au niveau de mes motivations, mes ambitions, j'en avais plus. Genre, j'avais l'impression d'être nulle. D'une part parce qu'on me méprisait, d'une part parce que tous les gens qui me disaient que j'étais nulle à l'école, que j'allais jamais réussir dans ma vie, au final je finissais par le croire.
quand les filles me traitaient de pute, de salope, que j'étais moche, voilà. En fait, je finissais par le croire. Et les professeurs qui ne t'ont pas encouragé, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Ah non, pas du tout. Les profs étaient contre moi parce que, tu vois... Au lycée aussi? Au lycée, tout le temps. À part au début des années collège, mais à partir de la troisième et ma première année de lycée, c'était un calvaire, quoi. Vraiment, personne pouvait me blairer. C'était... que ce soit les profs ou les élèves, genre, j'avais aucun soutien. Et la famille dans tout ça? En fait, vu que je me sentais... En fait, vu que je passais la plupart de mon temps à l'extérieur, forcément, ça avait des répercussions à la maison. Et je finissais par croire que même mes parents pensaient la même chose. Et je les écoutais pas, en fait. Et je faisais des choses même contre eux. Parce que ce que j'avais juste une envie, c'était, en fait, me faire du mal, me blesser, et... comment dire, ouais, voilà, en me blessant, en me scarifiant. Et, Ah oui. à un moment, je me rappelle, j'avais consommé de la drogue et j'avais pris des médicaments avec, beaucoup de médicaments. Et j'ai commencé à m'ouvrir les veines. Ah ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris la connerie que j'ai fait. J'ai stoppé l'hémorragie de moi-même. Vraiment stoppé. En fait, j'ai tellement eu mal que j'ai stoppé l'hémorragie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé avec mes parents pour la première fois de ce que je ressentais, de ce que je souffrais. Et eux, ils ont réagi comment quand ils ont su que... En fait, je pense que mes parents, à cette époque-là, ils savaient pas quoi faire de moi. Ils voyaient que niveau scolaire, je réussissais pas, que mentalement, psychologiquement, que même avec eux, ça matchait pas. Il n'y avait pas de feeling, je leur parlais pas. Quand je leur parlais, c'était à la limite de l'insulte. Hein. C'était des disputes constantes. Vraiment, j'avais du mépris pour tout le monde, même pour la famille, quoi. Et tu avais parlé d'un gars que tu étais amoureuse, avec qui tu es restée 1 an. Oui. Ce gars-là, et je suppose que ça a rompu parce que vous avez... Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser. Oui, alors en fait, nous avons eu une relation de 1 an, tout bonnement 1 an, oui. Et quand on avait fini, ouais, j'étais au lycée. En fait, ce gars était très possessif, très possessif, Ah ouais. jaloux. Je disais pas qu'il m'aimait pas, mais je pense pas que c'était de l'amour à proprement dit. C'était plus, en fait, je sais pas, c'était juste, on dirait que c'était, il était avec moi par défaut parce que il pensait qu'il m'aimait. Et à un moment, ça a rompu parce qu'en fait, ça marchait plus. On se disputait constamment. Je lui reproche rien jusque là, mais en fait, il a fait quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. En gros, pour vous briefer le truc, j'avais une ancienne meilleure amie. Et ce gars-là, en fait, a commencé à flirter avec. Et cette fille-là, elle a pas dit non, tu vois. Et ils étaient prêts à faire des choses ensemble, à vivre enfin, je dis pas à vivre une relation, mais en tout cas à faire des choses ensemble. Et elle l'a fait dans mon dos. Et je l'ai découvert, en fait, en accédant à son compte Facebook. Et est-ce que tu penses que ça a contribué à cette scarification et tout ça? Oui, parce que je n'avais plus d'amis. À part elle... Et encore, à un moment, on s'était éloignés, mais même... Enfin, je dis ça, tu vois, mais parce que quand j'ai vu la conversation, ça faisait déjà plusieurs jours qu'ils parlaient. Et pendant ces plusieurs jours, elle est venue me voir en me faisant la bise, en me faisant croire que c'était l'amie avec qui je pouvais avoir confiance. Et... Enfin, là, c'est de la trahison pure, quoi. Genre, c'est même pas une trahison, c'est 2 trahisons. Et moi, sensible que j'étais, je l'ai pris comme... c'était horrible, quoi. Et j'avais personne à qui en parler. Je pouvais pas en parler à mes parents parce que je me sentirais gênée de le faire, tu vois. Il y a des choses que tu peux dire à tes parents, mais il y a des choses que tu peux pas dire. Donc si je comprends bien, selon toi, c'est tout un contexte qui t'a poussé au suicide. Qui Oui. t'a, en tout cas, pas parce que t'as pas réalisé le suicide, puisque t'es en train de parler avec moi, Oui. mais qui t'ont, comment dire... c'est tout ça, en fait, tous ces facteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément qui t'a poussé au suicide. C'est-à-dire qu'il y a C'est plusieurs éléments. plusieurs éléments. C'est-à-dire le couple, la famille qui t'encourage pas, les professeurs. En fait, j'étais victime voilà. de harcèlement. Ah oui, Oui. c'est par les Enfin, filles à qui... proprement dit, pour être franche avec vous, C'est plutôt le harcèlement pour selon toi qui... ouais, c'est l'harcèlement qui a, on va dire c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. D'accord. En fait, avant même le harcèlement, j'avais déjà subi tout ça.
Enfin, j'avais déjà subi la trahison avec mon ex, et juste après, là est venue toutes ces rumeurs. Là, j'en ai raconté une parmi tant d'autres, hein, parce que j'étais victime de plusieurs rumeurs, hein, qui ne te mettaient pas du tout en valeur, ça c'est sûr. Et concernant la consommation de stupéfiants. Je disais pas que j'étais dépendante, en fait, je le faisais parce que j'avais envie de me tuer. Clairement, me détruire, ouais. D'accord. Je le faisais parce que pour moi c'était un seul moyen de m'évader. Genre des fois je passais, quand j'avais pas de médicaments sous les mains, pour vous dire, je prenais des déos et je l'inspirais par le nez jusqu'à que je pète les plombs dans ma tête en fait. Jusqu'à que je ressente quelque chose. En fait je cherchais un moyen à tout prix de me mettre, on va dire de me détruire en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, parce que là c'est quand même le titre de la vidéo, tu es passé de cette phase-là, ou ce phase-là, je sais pas si c'est masculin ou féminin. Cette phase. Voilà, de cette phase-là à une reconstruction. Oui, alors la reconstruction. Alors, faut savoir que si vous vous reconnaissez d'ailleurs dans ce podcast, hein, je vais vous le dire, vous n'êtes pas les seuls à vivre un enfer. Il y a toujours, on va dire, une solution. Il n'y a pas de solution s'il n'y a pas de problème. C'est un cercle vicieux. Quand vous êtes dans une situation comme ça, parlez-en. Moi, j'en ai parlé. Parce que, comme je t'ai dit, quand je m'étais ouvert la veine, c'était le moment déclencheur, en fait, où j'ai souffert déjà, d'une part, parce que j'ai eu super mal. Et parce que je me dis, mais pourquoi j'ai... En fait, c'est là que je me suis dit, mais il faut que j'en parle, là. J'ai pas de raison, je vais pas rester comme ça, je vais pas me mettre la vie. J'avais que 15 ans à cette époque, 16 ans. J'avais que 16 ans. Et j'allais mettre fin à mes jours à 16 ans. Je me dis, mais j'ai toute la vie devant moi pour me rattraper. Donc, en fait, psychologiquement, je peux vous dire que j'étais limite, je dis pas sociopathe, mais c'était presque ça. En gros, je suis parlé avec mes parents de la situation. Et mon assistante sociale m'a prescrit, en fait, m'a demandé d'aller voir un psychologue, des psychiatres, en fait. Et, parce qu'en fait, avant d'aller voir le psychiatre, j'ai eu un entretien avec le psychologue qui m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Alors là, c'était méprisant. Il m'a dit, voilà, vous, c'est un psychiatre que devez... Il a dit ça ? Oui. Il m'a qualifiée de folle. En fait, parce qu'en fait, au niveau de l'entretien, de ce que je répondais, j'étais pas... comment dire... j'étais pas net, quoi. En fait, j'étais à une phase très sombre de ma vie. Genre, je suis rentrée, en fait, avec un psychiatre où il a dû me reposer la question. Et en fait, c'est là quand il m'a dit que j'étais folle. En fait, que j'avais un traitement à suivre, un suivi. J'avais un suivi obligatoire parce que proposé par le lycée, parce que j'étais au lycée, donc il fallait pas qu'il y ait un psychopathe dans le lycée, donc forcément je devais avoir un suivi. Voilà, j'avais des tâches à faire. Mes parents avaient des choses à faire aussi me concernant, comme me surveiller. Et au niveau de la surveillance, c'était très rude, mais ils l'ont fait. Je me rappelle que j'étais enfermée dans ma chambre pendant une semaine dans le noir, où je devais me remettre en question. Et je me rappelle que je n'y avais pas mangé pendant une semaine. Et je pense que c'était le moment le plus dur de ma vie. Genre, me remettre en question dans le noir. J'avais pas vu la lumière du jour pendant une semaine. Vraiment. Genre, je suis pas allée dehors. Je suis restée dans ma chambre. J'ai pas mangé. Ma mère venait me voir pour parler, pour voir si ça allait mieux. Mais en fait, j'ai pleuré plusieurs fois pendant ces semaines. Pleurer. J'avais le visage blanc. En fait, j'essaie de me retrouver et de me dire... En fait, de trouver des qualités chez moi. Tellement je me dévalorisais. On me disait... Il faut que tu te motives. Merde, tu mettras un bip, je dis mon prénom. Mais ouais, que je dois me remotiver. Tu comprends. Du coup, pardon, excusez-moi. Donc, je sais un peu où est-ce que j'étais rendue. Donc que tu étais dans ta chambre. Oui, voilà, que j'étais dans ma chambre. Que je me suis remise en question, que j'ai essayé de trouver des objectifs dans ma vie. Et trouver en fait des qualités et des défauts que je me qualifierais moi-même, que personne d'autre a besoin de me qualifier. Genre de retrouver dans mon passé toutes les bonnes actions que j'ai faites. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens ? Pourquoi les gens ont fait ça contre moi en fait ? Il y a forcément une raison. Pourquoi elles ont réussi leur coup ? Parce que peut-être que j'étais très sentimentale, peut-être que je montrais trop mes émotions. C'est peut-être tout ça en fait. Et
pendant cette semaine-là, j'ai vraiment appris à me connaître entièrement. C'était vraiment en fait, je me suis retrouvée et j'avais espoir. Et je me rappelle que je me suis ressouvenue d'un objectif que j'avais quand j'étais toute petite, que pour moi c'était impossible, hein, parce que voilà, c'était le rêve de devenir hôtesse de l'air. Et j'en ai parlé avec mes parents qui ont du coup fait le nécessaire. Du coup, j'ai changé d'établissement. J'ai fait un bac pro accueil du coup, qui m'a permis ensuite, d'ailleurs pendant ces 2 belles années, c'était vraiment 2 belles années, genre vraiment, ça se voyait que déjà, en fait mentalement, tout ça, j'avais plus besoin d'être suivie parce qu'ils ont vu que je me suis sortie toute seule et que j'avais un réel objectif. Je me dis, je vais faire mon bac pro accueil et c'est une filière qui me plaît. Et je me suis dit qu'après cette formation, je vais faire ma formation d'hôtesse de l'air que j'avais préparée et que mes parents m'ont aidé à financer et que je remercierai tout le temps parce que c'est ce qui m'a permis de devenir qui je suis maintenant. Et voilà, maintenant j'ai été recrutée. Je ne peux pas vous dire dans où ni comment. Je sais que c'est un poste d'hôtesse de l'air relativement spécial, en fait au-delà de mes espérances. Et je suis en fait super fière parce que quand on m'a méprisée, quand on m'a dit que j'étais la plus nulle, en fait, je viens de passer les sélections les plus dures de France et je suis vraiment trop fière de moi parce que je pensais pas que j'aurais été capable et je pense que si j'avais si je m'étais suicidée, j'aurais raté tout ça. Et voilà. Moi, j'ai juste un conseil à vous donner. Si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez perdu, dites-vous que autour de vous, on peut se dire qu'il y a pire. Mais après, tu vois, les gens agissent différemment. Tout le monde ne vit pas la situation de la même manière, tu vois. Par exemple, si tu vis un décès et que tu es super triste et que tu n'arrives pas à faire le deuil et que moi j'y arrive à le faire, je ne vais pas dire que tu es plus faible. C'est juste que tu es plus sensible à cet événement. Et dans la vie, c'est pareil. Et il y a toujours recours à des remèdes pour s'en sortir. Et que pour ça, des fois, il suffit d'aller en parler à quelqu'un et demander son point de vue. C'est tout bête, mais il y a beaucoup de gens qui vous écoutent autour de vous, mais vous n'êtes pas conscient. Quand on est dans une phase sombre de notre vie, en fait, on s'imagine qu'il n'y a plus personne pour nous. Parce qu'on voit sombre et on pense négatif. On ne s'imagine pas le positif qu'il y a derrière. Et je le comprends parce que je l'ai vécu, mais je remercierai toujours ma famille qui a toujours été présent. Et maintenant, j'ai un petit copain avec qui ça se passe super bien et j'ai une amie auquel je suis très proche et je regrette pas tout ce que j'ai vécu. Ils savent ce que j'ai vécu et ils me jugent pas malgré mon passé. Je dis pas que je suis une sainte ni quoi que ce soit. Je dis juste que le passé c'est le passé. Il faut persévérer dans la vie. Ça passe vite la vie et que voilà. Si vous pensez, par exemple, moi qui pensais que que c'était impossible d'être hôtesse de l'air, en fait, je me suis largement prouvé le contraire. Parce que si je me suis présentée à ces sélections, c'est que j'en avais les compétences. Je suis arrivée déterminée, tout à exposer et j'ai été prise pour l'un des plus merveilleux postes que j'aurais jamais eu de ma vie. Et voilà, et je vais bientôt commencer mon métier. C'est quand même extraordinaire comme parcours de passer d'un lycée un peu, si je puis dire Casso, c'est un poste qui est vraiment privilégié, quoi. Oui, mais... Sachant qu'en plus, tu as connu une phase extrêmement sombre durant l'année de sa seconde. Et surtout que, j'ai grandi, comme je vous ai dit avant, j'avais très peu confiance en moi. Voilà, les gens qui se trouvent par exemple pas beaux, voilà, je vais vous le dire, j'étais vraiment moche, jeune, très jeune. Je suis toujours jeune, mais on va dire beaucoup plus jeune que je suis maintenant. Et je peux vous dire qu'avec le temps, j'ai quand même beaucoup évolué, que je suis plutôt gâtée, parce que je vois les regards qui changent avec le temps. Voilà, dites-vous que si vous avez 14, 15 ans, vous êtes dans votre période d'adolescence, vous allez encore évoluer, vous allez encore changer. Et voilà, maintenant, donnez-vous les moyens de réussir.
et ne laissez personne vous dire le contraire. Voilà. Bah, ça va finir sur une note plutôt positive. J'allais dire négative, mais non. Parce que j'ai toujours en tête la phase assez sombre de ta vie. Maintenant, tu racontes ça de manière très décomplexée. Ah oui, mais je n'ai aucun complexe parce que en fait j'ai carrément surmonté on va dire toutes ces épreuves. Enfin, c'est largement derrière, c'est comme effacé. Enfin, c'est effacé, je veux dire, ça ne m'affecte plus en fait. Non, mais moi, ça fait plaisir quand même. Enfin, je dis ça personnellement. Je suis pas là pour vous dire ce que j'en pense. Normalement, c'est un entretien, c'est ça? Bah, Un entretien où toi tu parles. Moi, ce que je pense, je trouve ça super positif comme vidéo. J'espère vraiment que ce sera utile pour ceux et celles qui regardent ou écoutent la vidéo. Je trouve que ton témoignage est très poignant et émouvant aussi. J'essaie de rester calme parce que franchement, j'ai presque les larmes aux yeux. C'est très beau et en même temps très triste parce que tu as connu une phase extrêmement sombre. mais maintenant je suis trop heureuse, je suis super heureuse. Oui. Je vis la plus belle des vies. Non, c'est vrai. Non, mais je veux pas m'en vanter, mais c'est presque ça. Je suis heureuse d'être qui je suis maintenant. Et ne regrettez pas votre passé. Aussi, j'ai oublié de le préciser parce que votre passé construit qui vous êtes maintenant et construira toujours votre futur. On a souvent tendance à négliger le passé, mais on peut pas regretter un passé. Le passé, c'est le passé. On peut pas le changer. Il faut toujours aller au-delà. Eh bien, ce sera sur cette phrase Voilà. que se terminera le témoignage. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire par commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez que c'est utile pour le développement personnel. Si vous connaissez peut-être quelqu'un qui est dans une phase sombre. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. J'ai un petit commentaire. Oui. Pour ceux et celles qui vraiment ont des choses à dire, qui ont vraiment envie de se confier, n'hésitez pas à envoyer un message à la chaîne OSEF auquel en fait il me transmettra le message, tu me transmettras le message. Si vous avez vraiment besoin de quelqu'un avec qui vous confier, je suis ouverte à toute discussion. Je mettrai le mail OSEF en barre de description. Voilà, et je viendrai vous contacter très prochainement si besoin, si vraiment vous avez besoin de discuter. D'accord, ou sinon vous pouvez aussi me contacter sur mon Instagram, mon compte public, si jamais vous désirez en parler à l'interviewer là. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!